Et vous êtes sur TV5 Monde. Merci d'être fidèle à 64 minutes. C'est le moment de la Une francophone. Une francophone musicale aujourd'hui avec un des crescendo les plus joués au monde, le Boléro de Ravel, l'œuvre du compositeur français entre ce dimanche dans le domaine public. Mais avant cela, son formidable succès a suscité beaucoup de convoitises après le décès d'un Maurice Ravel sans enfant. Cet imbroglio, c'est le thème du documentaire de Fabien Collal qui est avec nous, qui a volé le Boléro de Ravel. On en parle dans un instant avec vous. Mais d'abord, retour sur cette œuvre avec Nicolas Le Marinier. En 1927, la danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel un ballet. Il imagine un air mécanique, répétitif, comme un mouvement de machine. Un thème joué 18 fois en 17 minutes, les instruments apparaissent progressivement révolutionnaires. Le boléro, c'est à la fois un hymne à la répétition, une danse et une transe, et aussi l'apothéose de l'orchestre. Et je pense que tout ça en même temps, ça a donné cette œuvre unique que personne n'avait songé à composer avant Ravel, et qui est un peu une œuvre, comment dire, une œuvre monde. Le boléro est immédiatement un succès. Au décès de Maurice Ravel en 1937, son frère Édouard est l'unique héritier. Diminué par un accident, il recrute à son service Jeanne Taverne, une masseuse, et Alexandre Taverne, ancien coiffeur et homme à tout faire. Les époux gagnent la confiance d'Édouard Ravel. Il en fait ses héritiers. Mais quelqu'un d'autre lorgne sur la fortune, l'éditeur des partitions de Maurice Ravel. Contrat à l'appui, il revendique sa part des bénéfices. Effectivement, Maurice Ravel n'a pas fait de testament. La maladie qu'il subissait inexorablement, eh bien, l'a empêché de penser à ce détail, lui qui toute sa vie s'est désintéressé des questions matérielles. Pour ne rien arranger, un cousin éloigné, musicien lui aussi, réclame sa part. Les époux Taverne s'accrochent à leur fortune. Je n'ai jamais appris de la bouche d'Édouard Ravel qu'il avait aucun descendant. Il ne m'a jamais parlé ni de cousin, ni de cousine, ni de frère, ni de sœur. Et pourtant, ses neveux se sont manifestés pour ce jugement. La chose est possible. Moi, je l'ignore. Après 10 ans de procès, les ayants droit et l'éditeur s'entendent pour se partager les bénéfices. Cela se fait à travers des sociétés installées dans des paradis fiscaux. L'affaire est juteuse. Depuis 1960, les œuvres de Ravel ont rapporté entre 400 et 500 millions d'euros. Fabien Collal, quand on entend ces chiffres, 400 à 500 millions d'euros depuis 1960, on comprend mieux cette bataille juridique autour de la succession de Maurice Ravel. Ben, oui, effectivement. Comment dire quelle est la question exacte C'est-à-dire qu'on comprend qu'il se soit battu, parce que c'est vraiment très juteux, cette succession, ces droits d'auteur. Aujourd'hui, en fait, les chiffres sont assez secrets. On ne sait jamais, ce sont des estimations. Mais on pense que c'est effectivement d'1 500 000 euros par an, à peu près. Donc effectivement, ça représente un gros pactole. Alors, vous êtes le réalisateur du documentaire qui a volé le Boléro de Ravel, qui a été diffusé ce matin sur France 5 et qui est disponible maintenant en ligne sur Culture Box sous la forme d'une série, donc une forme plus longue. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette histoire ? C'est un petit peu le hasard. En fait, j'avais fait une émission sur France 5, qui était une émission musicale. Et il s'avère que je voulais programmer une reprise du Boléro de Frank Zappa. Et j'ai appris que cette reprise avait été interdite par les héritiers de Ravel. Et ce qui m'avait vraiment étonné, parce que je savais que Ravel aimait le jazz, il avait rencontré Gershwin, il avait, on l'apprend dans le documentaire, autorisé Larry Adler, qui était un ami de... C'est un novateur, c'est un créateur, il est audacieux, c'est vrai. Tout à fait, donc il connaissait Larry Adler, qui était un ami de Sidney Bechet. Il avait autorisé ces variations, ces versions
jazz. Donc j'étais vraiment très étonné que celle de Zappa soit interdite par les héritiers de Ravel. Donc je m'étais dit, mais c'est Qui bizarre. sont ces gens, en fait? Oui, et qui a exercé ce droit moral, en fait dès lors qu'on savait que Ravel aimait le jazz, pourquoi interdire d'une certaine manière une improvisation qui était un hommage, en fait? Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée, et de fil en aiguille, finalement, en apprenant qui étaient les censeurs, si je puis dire, de Zappa, effectivement, je suis rentré beaucoup plus avant dans cette enquête et j'ai été de surprise en surprise. Oui, justement, c'est ça qui est passionnant dans votre documentaire. C'est cette bataille autour de la succession de Maurice Ravel qui est quand même assez improbable, avec au final des gains cachés, on l'a vu, dans des paradis fiscaux. Cela n'aurait sans doute pas plu à Maurice Ravel, ces histoires-là. Il n'a pas fait de testament, on l'a entendu. Il n'a pas fait de testament puisqu'il était effectivement, sur les dernières années de sa vie, malade. Il avait une maladie neurologique qui l'empêchait, qui certainement l'a empêché de faire un testament. Mais en tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui était peu préoccupé par les questions matérielles. C'était quelqu'un de très généreux aussi. Il avait été surpris par le succès du boléro qui a été assez immédiat. Oui, il disait lui-même, il avait une phrase qui disait « le boléro, mon chef-d'œuvre », bien sûr, mais malheureusement, il est vide de musique. Donc, oui, je crois qu'il a été très surpris, effectivement, de ce succès, oui. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, le succès du boléro? On l'entend, on va l'entendre dans un instant, joué par le Philharmonique de Vienne en 2012. Qu'est-ce qui explique ce succès, selon vous? Ce côté, j'imagine, hypnotique. C'est répétitif. Répétitif. Et puis, c'est quand même obsédant. C'est une mélodie obsédante, à moitié arabo-andalouse. Donc, oui, je pense que... Et puis, je crois que ça a beaucoup surpris à l'époque, parce que, comme il le disait, il n'y avait pas de développement musical. C'était une phrase répétée 9 fois. Et c'est d'ailleurs... pour faire, si je puis dire, hommage à cette construction musicale que sur Culture Box, il y aura 9 épisodes pour 9 cycles et pour 9 décennies. Alors, tout au long de votre documentaire, on voit des interprétations très différentes du boléro, un peu partout dans le monde. Comment vous expliquez cette universalité? Pourquoi le boléro touche un peu partout dans le monde? C'est une scie, c'est un tube. Donc je pense que tous les musiciens, il faut croire qu'ils sont les plus grands aussi, un chef d'orchestre l'ont joué. Ouais, la version classique, bien évidemment. On a eu des versions, en plus c'est assez amusant parce qu'il y a eu des versions de 17 minutes comme le souhaitait Ravel, mais il y en a eu de beaucoup plus courtes, celle de Toscanini qui l'avait d'ailleurs un petit peu choqué, celle de Boulez aussi, beaucoup plus courte. Bon, mais effectivement, je crois que le jazz a été un des premiers avec Benny Goodman à lui faire hommage. Le foxtrot aussi, avec Nat Chilcret. Et puis ensuite, il n'y a pas si longtemps, la techno, le reggae, le rap. Une œuvre transversale. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, avec l'entrée dans le domaine public, on va encore plus entendre le boléro de Ravel au cinéma, dans des publicités un peu partout. Merci Fabien Collal d'avoir été notre invité. Je rappelle que votre documentaire Qui a volé le boléro de Ravel a été diffusé ce matin sur France 5. Il est visible en ligne, en replay. Et il va être aussi diffusé donc sur Culture Box en ligne en 9 épisodes. C'est bien ça. Et peut-être un livre un jour, m'aviez-vous dit. On espère. On verra bien. Merci d'avoir été avec nous.